Que je ne comprenais pas pourquoi on a été inondé, pourquoi on a tout perdu dans la maison. Je commence à leur courir un petit peu après. Tu te prends de la grêle de 5 cm sur la bagnole, des branches qui volent partout, la foudre qui tombe à moins de 100 mètres, ça claque dans tous les sens. Ouais, tu le vis, tu as l'adrénaline de le vivre en fait. Il faut rentrer dans l'orage, il faut le traverser, ça te grille les yeux. Hein. Tu vois rien quoi, c'est 30 000 degrés de température pour jusqu'à plus de 100 millions de volts. Non, dire qu'on est foufou, tout ça, non on n'est pas foufou. Parce qu'on aide quand même aussi à la recherche. Bonjour à tous, donc moi c'est Lauriane Galtier, la quarantaine passée, je suis une ancienne. Donc je suis fonctionnaire territorial et à côté de ça, je suis artiste, photographe, auteur et donc photographe paysagiste, naturaliste et surtout spécialisé donc du coup dans les orages. Donc je traque les orages. C'est vrai qu'après des événements météorologiques, malheureusement on est soumis, puis moi je les ai vécus de plein fouet quand j'étais petite. Donc en fait ça m'a un petit peu perturbé au départ parce que je ne comprenais pas pourquoi on a été inondé, pourquoi on a tout perdu dans la maison. Et en grandissant au fur et à mesure, je me suis un petit peu, on va dire, intéressé à ce genre de phénomène. Donc je me suis formé aussi quand même pour comprendre mieux ce type de phénomène météo, le fonctionnement d'un nuage, d'un cumulus, tout ça. Et après, je commence à leur courir un petit peu après. Et dans la foulée, à force d'y courir après, bon, à un moment donné, tu te dis, on va quand même l'immortaliser, ça serait mieux, quoi. Donc du coup, la photo est arrivée naturellement, doucement, petit à petit. D'une faiblesse d'un impact négatif, j'en ai tiré du coup un impact vraiment positif en fait. Mais il a fallu l'assimiler quand même pendant un petit temps parce que bon, c'est jamais marrant, hein. C'est quand même des catastrophes où malheureusement tu as des décès, des blessés, des gens qui perdent tout. Il n'y a pas que Nîmes, hein. Ça s'est passé en Corse aussi en 93, quand il y a eu 1000 mm d'eau en Corse, ça a tout détruit. On a eu la catastrophe de Vaison-la-Romaine en 92, après on a eu en 2000-2003 les inondations dans le delta du Rhône, quand les digues du Rhône ont lâché et puis ça a inondé la Camargue. Donc voilà, il y a des gros épisodes comme ça qui ont marqué dans les Pyrénées-Orientales aussi. Draguignan, la fameuse catastrophe de Draguignan, il ne faut pas oublier. Voilà, il y a pas mal de lieux comme ça qui ont été impactés, mais toujours sur le pourtour méditerranéen, un petit peu dans la région quoi en fait, et Corse. Alors j'avais 8 ans, mais je m'en souviens parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas oublier en fait. Tu as toute la nuit entre le dimanche et le lundi 3 octobre, je m'en rappellerai tout le temps, ça claquait, ça n'arrêtait pas de pleuvoir. Mais le matin, tu voyais pas forcément de l'eau en fait. C'est arrivé, mais d'un coup. Moi, le matin, en plus, j'avais école. Donc, mon école à l'époque, elle était vraiment le long on va dire, de la gare SNCF. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme c'est des ponts, c'est un aqueduc en fait qui traverse Nîmes sur toute sa partie est. Et en fait, l'eau arrivait de l'ouest, donc des collines en fait, des cadereaux. On appelle ça des cadereaux. Ils ont débordé et tout est venu se coller contre les ponts de la SNCF. Mais ça a amené des voitures, des bus, des éléments qui ont bouché. Du coup, ça fait monter le niveau. Donc, tu te retrouvais avec des niveaux de 2-3 mètres de haut. C'était vraiment impressionnant quoi. Et nous malheureusement on était au rez-de-chaussée puis bon, on a tout perdu quoi. Mais c'est vrai que non c'est un événement qui est marquant. Heureusement nous on n'a rien eu tu vois. Mais cette marque et puis tu n'y penses pas sur le coup mais plus tard après. Parce que tu revois ces orages. Quasiment chaque année tu as des gros orages et puis tu commences un petit peu de la peur à t'y intéresser. À dire ouais c'est joli mais c'est quand même dangereux comme phénomène. Et moi j'aimerais savoir un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi pas le poursuivre. Pour voir un peu l'évolution du début à la fin. Quoi. Et ça part de là, quoi. C'est au fur et à mesure, tu essaies de chercher à comprendre, même si c'est très technique, c'est très compliqué. Mais en fait, le délire, il part de là. Quoi. Tu te fais des frayeurs, surtout au début. Au début, quand même, on est un peu... Comment dirais-je, on est casse-cou, tête brûlée. Tu sais, t'es tête brûlée, il faut rentrer dans l'orage, il faut le traverser, il faut le vivre en fait. Tu le vis, ça pour le vivre, tu le vis. Tu te prends de la grêle de 5 cm sur la bagnole, des branches qui volent partout, la foudre qui tombe à moins de 100 mètres, ça claque dans tous les sens. Ouais, tu le vis, tu as l'adrénaline de le vivre en fait. Et après, en vieillissant, parce que c'est comme tout, malheureusement, on vieillit, et puis quand tu arrives à la trentaine, tout ça, et après tu te dis, bon là, ok, j'ai traqué. J'ai vécu ces éléments en direct live, j'étais dedans, j'ai pris des risques des fois, limite à noyer les bagnoles. Mais en vieillissant après, tu te dis, bon maintenant, j'aimerais faire l'aspect artistique. Continuer à les traquer, mais en sécurité, beaucoup plus en sécurité. Donc aux abords du rideau de précipitation toujours, et surtout l'envie d'immortaliser la photo, mais avec un paysage. Et là, du coup, tu te fous du coup des barrières parce que c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus compliqué. Donc c'est là où intervient du coup la photographie. Alors moi, je suis autodidacte, donc j'ai pas fait de cours de photographie. Donc j'ai appris quand même sur le tas. Je suis allé voir des expos photos, voir des paysagistes pour voir un petit peu comment ils faisaient. Et le but, c'est pas de les recopier, c'est de faire sa propre marque, sa patte. Mais pour ça, il faut quand même voir un petit peu comment ça se passe, comment ils travaillent les gens et t'inspirer d'eux
pour après, toi, établir ton propre chemin, quoi, en fait. Mais c'est vrai que ouais, au début, c'était laborieux, les photos. J'avais des bouts d'éclairs, parce que tous on fait ça, en fait. On veut immortaliser l'impact de foudre sur le poteau, sur l'éolienne. Tu cherches pas à faire du paysage, en fait, au départ. Tu cadres, et puis même des fois très large, pour être sûr d'en choper une, et puis c'est le début des premières photos. C'est un peu la compétition, celui qui a la plus belle foudre, tu vois. Et après, il y a un moment donné où tu veux faire tes premières expos, alors tu balances un peu ce que tu as fait, puis tu as les juges qui viennent te voir, ils disent non mais là c'est pas possible, quoi. Soyez cohérente, construisez un plan. Alors du coup tu apprends à faire un plan. Alors du coup tu fais bon bah allez, j'arrive à prendre de la foudre mais je sais pas faire un plan. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais du paysage, de jour, de nuit, des couchers de soleil, tu cherches des beaux trucs, des beaux champs avec des ballots de paille, des arbres, tu apprends à cadrer. Et quand tu commences à comprendre un peu ce système-là, les points de fuite, tout ça, les arrière-plans, les avant-plans, commences à gérer ton triangle d'exposition de ton appareil photo, tes réglages, tout ça, après tu dis, bon ok, maintenant je sais faire ça, je sais photographier des paysages, du coup maintenant il faut que j'intègre le phénomène météo avec le paysage. Me concernant moi personnellement, ben déjà tu as les connaissances météorologiques, il t'en faut un minimum quand même, il faut quand même que tu comprennes ce que tu vas faire et ce que tu vas photographier. Le danger, donc la connaissance du danger, faut rester aussi humble derrière et avoir beaucoup d'humilité parce que ce sont des phénomènes que tu ne maîtrises pas. Voilà, ça peut tomber n'importe où la foudre. Tu peux être super bien placé, tu peux te la prendre sur le coin du nez. Il peut se passer plein d'événements qui font que ben, ce jour-là, ça ne sera pas ton jour. Et ça, faut le prendre en compte, c'est un risque. Mais aussi, il n'y a pas que l'aspect photo, il y a aussi l'aspect pédagogie derrière. Il y a des stations météorologiques qui sont implantées dans tout le pays, qu'elles soient amateurs, professionnels, Météo France, EDF, tout ça, mais c'est des points fixes. Le problème, c'est qu'un orage, c'est mobile. Et avec le réchauffement climatique, ça bouge, il y a plein de choses qui bougent. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'à travers les tracts aux orages, nous, en fait, on sert de station météo mobile. Donc moi, j'ai un petit calepin, tu vois, je note, puis j'ai des potes qui bossent à Météo France, et puis je leur donne mes notes. Je fais une capture d'écran de mes notes, je leur donne, quand j'ai vécu un orage, je le prends en photo. Comme ça, ils ont la structure nuageuse, ils ont le vécu de l'orage et tout ce qui s'est passé, les vents, la grêle, le diamètre de la grêle. C'est des petits trucs, c'est pas grand-chose, mais ça fait vraiment évoluer et ça permet de donner des quantifications, des points de données, même des tracés aussi. Les orages ont des couleurs spécifiques. Hein. Tu as souvent des récurrences au niveau des orages sur le pays et toi, quand tu les traques depuis 10, 15, 20 ans, 25 ans, tu connais ces récurrences. Mais tu vois aussi, des fois, avec le réchauffement climatique, aussi un petit peu le déplacement, quoi. Et c'est là où tu prends conscience quand même du phénomène. Et de ça, après, tu arrives à en faire aussi de la vulgarisation et de la pédagogie. Donc les enfants, les adultes, souvent, ils ne font pas attention. Tu as beaucoup de gens qui sont encore, on va dire, inertes sur le risque orageux. Et puis malheureusement, on a des décès chaque année dus à la foudre, parce que les gens, ils couraient, parce qu'ils avaient un parapluie, parce qu'ils étaient en haute montagne. Ils ont pas fait attention, ils étaient mal équipés, ils ne connaissent pas les consignes. Et c'est ça qui est compliqué. Mais moi, j'essaye d'amener un petit peu cet aspect à mon niveau, quoi. Je ne suis pas chercheur, hein, tu vois, ni scientifique, mais à notre niveau, on a un vécu de terrain. Et ça, moi, je trouve que ça vaut tout l'or du monde. Parce que avoir la technicité, c'est bien. Mais si tu as le terrain derrière, que tu pratiques régulièrement, ben ça, c'est le top. Parce que tu es face à ces situations. Donc, il n'y a que comme ça que tu vas vraiment les appréhender, les connaître. C'est... Comment expliquer? Déjà, quand tu as compris comment ça fonctionne, un orage, parce que ça aussi, c'est super important. On habite sur une planète Terre. Donc, il y a des couches atmosphériques, tu sais. Et nous, en fait, nous vivons de ce qui s'appelle la troposphère. Donc, la troposphère, c'est là où tout se passe. Il y a tous les nuages. Ça ne va pas au-dessus. La troposphère, elle a une dilatation de 6 à 8 km au pôle et à peu près de 13 à 20 km sur l'équateur. Nous, sur les climats tempérés, on est à peu près à 15 km, grosso modo. Donc en fait, dans cette troposphère, eh ben, il y a quoi? Tu as 78% à peu près de diazote, 21% grosso modo de dioxygène, le reste c'est des gaz rares. C'est là où nous respirons. Et c'est là où se passent tous les phénomènes orageux. Voilà, tous les nuages, ils se montent là. Il faut savoir qu'un cumulonimbus, qui est le roi des nuages, quoi, eh ben, c'est une usine thermodynamique, tu vois. Donc c'est un nuage qui peut monter jusqu'à 16-17 km de haut, qui peut faire en moyenne 15 km de large, voire plus après. Et ça pèse 1 milliard de tonnes, quoi, le poids d'un cumulonimbus, tu vois. Il faut savoir que ça absorbe à peu près 700 000 tonnes d'air par seconde, le truc, 8800 tonnes à peu près de vapeur d'eau, et après ça rejette 4000 tonnes d'eau, de grêle, de flotte, de neige, quoi. C'est monumental, quoi. Et puis dedans, c'est là où se produit le phénomène de la foudre, les éclairs. Il faut savoir que dans un orage comme ça, tu as des courants ascendants, des courants descendants qui se frottent
Et en frottant, ça sépare les particules, donc elles deviennent positives et négatives. En même temps que l'eau monte, les gouttelettes, elles se refroidissent. Parce qu'il faut savoir qu'au sommet d'un cumulonimbus, ça peut descendre à moins 60, moins 70 degrés de température au-dessus de 10 000 mètres d'altitude. Donc l'eau, elle monte très vite avec l'ascendance, elle se congèle, après elle retombe. Et en retombant dans la descendance de l'orage, dans la colonne d'air de l'orage, ça s'entrechoque entre l'eau et la glace. C'est ce qui fait de la friction et ça crée du coup après de l'électricité. Ça charge l'orage, positif, négatif, positif. Et une fois qu'il est chargé, après c'est là où se créent les éclairs. Alors moi j'ai commencé en 1996, toute première fois, et c'était mon tout premier stage chez Météo France. Tu vois, j'étais en 3e au collège, il fallait faire sa semaine de stage, alors j'ai attaqué chez Météo France et puis j'ai appris énormément justement grâce à ces stages-là. Tu as toute la documentation, donc tu comprends mieux le fonctionnement, le système, les synoptiques, comment ça fonctionne. Et puis en plus, moi à l'époque, en 96, il n'y avait pas l'informatique de maintenant, donc tu avais les messages audiotel, le mec il avait son micro, il faisait le message le matin, le midi, l'après-midi, donc c'était super quoi, et c'était au niveau de la chef départementale. Tu recevais des cartes aussi, pareil, tu avais des cartes par imprimante qui sortaient jusqu'à 144 heures ou 196 heures, je ne sais plus, avec les synoptiques, les dépressions, les anticyclones, et tu voyais l'évolution, et ça changeait tous les jours en fait. Mais c'était des trucs, après tu avais les chaînes ballon-sonde, qui monte à 10-11 000 mètres d'altitude et ça te donne à peu près la courbe d'instabilité de la journée. Voilà, c'est super quoi. Tu apprends plein de trucs en fait, mais c'est hyper diversifié, c'est ça qui est vraiment intéressant quoi. Est-ce que tu as remarqué un changement, peut-être, on parle de dérèglement climatique, de Ouais. réchauffement climatique, est-ce que toi tu l'as observé? Ah oui, oui, oui. Surtout sur la taille en fait des orages. C'est-à-dire que des orages, tu n'en as pas plus ni moins. Ça se maintient. Sur un niveau annuel, au niveau métropolitain, tu n'as pas plus d'orages qu'avant, tu n'en as pas moins, comme l'effet des tornades, tout ça. On a toujours eu un certain nombre, donc on se quantifie sur ce nombre-là. Par contre, il y a ce qui s'appelle les supercellules orageuses, donc ce sont quand même des cumulonimbus qui grossissent un peu plus que les autres, qui se dévient du flux donc habituel sud-ouest-nord-est, ça se dévie en fait, et en fait une supercellule c'est un cumulonimbus qui devient autonome, qui a son propre vortex, et par contre, parce qu'un orage normal, la durée de vie, c'est entre une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, quoi, tu vois. Mais une supercellule, ça peut aller jusqu'à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et c'est elle, malheureusement, qui produit les phénomènes de vent. Donc ça peut être des rafales descendantes, des macro-rafales, ça peut être des tornades. Voilà, tu as tous ces phénomènes associés et de la grêle qui peut dépasser 7, 8, 9, 10 cm par endroit. Et tu as malheureusement des régions qui sont soumises à ça, quoi, en France et qu'on connaît. Mais le problème qu'il y a, et moi ce que je me suis rendu compte, c'est que ces orages-là, avant ils avaient une certaine taille, maintenant ils grossissent. C'était, je crois, il y a 2 ans, on avait un orage que j'avais traqué moi à Dijon, mais la taille de l'orage, je crois que c'était 500 000 km², c'était la taille de la Suisse, quoi. Le truc qui était parti du nord du Massif central, il a tout traversé le nord de la Saône-et-Loire, tout ça, ça a tapé Dijon, ça a fini après dans le Jura là-bas. Mais c'était énormissime, quoi. C'était un truc mais phénoménal. Et je crois qu'après, les spécialistes, ils ont ce qu'ils appellent le critère de Maddox. Donc c'est à peu près le diamètre de la cellule. Et quand on dépasse ce critère-là, en fait, on passe dans des trucs phénoménaux. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus. Le problème, c'est que plus il est gros, l'orage, plus il est humide. Et le problème, c'est que moi, je le vois en termes de foudre. Maintenant, tu as beaucoup plus de foudre qui est à l'intérieur de l'orage qu'à l'extérieur, sur ces gros phénomènes-là. Mais par contre, ils sont beaucoup plus grêleux, beaucoup plus venteux aussi. Et ça, c'est un problème. Des tornades, il y en a en France, hein, entre 60 et 80 par an. Mais le problème, c'est que les 3/4, c'est en milieu périurbain ou en extra-urbain. Donc, ça passe à travers les infos, en fait, à travers les médias. Alors, tu as les observateurs, tu as les trackers d'orage, ou maintenant des amateurs sur TikTok, sur Facebook, qui les filment avec leur portable. Donc, ça permet aussi aux gens de répertorier. Donc, ça, c'est super. Mais le problème, c'est qu'on urbanise. Le pays s'urbanise. Et malheureusement, ces phénomènes orageux claquent aussi, ils tapent sur les milieux urbanisés. Donc une tornade qui est F1, F2 avec des vents à 200-250 km/h, qui fait peut-être 150 mètres de large à 300-400 mètres de large, ce genre de tornade-là, tu les vois dans les champs, il n'y a pas de souci, ça ne dérange personne. Peut-être des arbres déracinés, tout ça. Mais le problème, c'est que même une tornade F1 avec des vents à 160, 190, 200, eh bien, le problème, c'est que le phénomène, quand ça se passe comme dans le Val d'Oise, où tu as des grues, tu as beaucoup d'urbanisation et donc de la population, ben, ça fait de gros dégâts.
C'est un peu comme aux États-Unis. Quand il y a les tornades aux États-Unis qui touchent des villes, ça rase, hein, ça fait des morts, ça fait des dégâts. Mais en France, il y en a. Il y en a déjà eu par le passé. On a eu des F4, on a eu des F3, des F2, des F1. La tornade d'Aumont, celle de Billucourt en 2023, qui a parcouru presque 200 km, qui était catégorie F3 par moment, qui avait... Voilà. C'est des phénomènes que malheureusement, déjà de toute façon, il y en a toujours, il y en aura encore toujours. Ça sera toujours constant, mais il faut que la population soit un peu plus formée à ce niveau-là. Et là, on manque de formation. Mais dès le plus jeune âge, dès le primaire, déjà, les enfants, il faudrait déjà inculquer, et aux adultes aussi, ce phénomène, ce risque. Aux États-Unis, ils ont la culture du risque, nous, on ne l'a pas. Voilà, le problème, il est là, c'est que nous, on ne l'a pas. Pourtant, les outils, on peut les avoir. Hein, parce qu'une tornade, le problème qu'il y a, c'est que quand tu as une tornade, tu ne peux pas la prévoir. Peut-être 5 minutes avant, même pas. Des fois, c'est le phénomène de loi, tu avais un orage, c'est arrivé, bam, c'est tombé, ça a claqué. Aucun météorologue pouvait prévoir une tornade à ce niveau-là. C'est des phénomènes locaux, mais c'est les plus dangereux. Et quand c'est malheureusement là où se passe, il y a un bus qui traverse, il y a des gens, où il y a une école, ben ça te fait des dégâts, ça te fait des blessés, voire des morts. Et ça, c'est le problème qu'on a. Mais si les gens ont la culture de ce risque-là, au lieu de rester, d'observer le phénomène, ils prennent les bons gestes à suivre. Ils prennent les bons gestes, ils s'en vont. Ils ne vont pas rester là en train de regarder le phénomène. Tu vois, mais ça, c'est de la pédagogie. Mais tu n'as pas besoin de chercheurs pour faire ça, en fait. La pédagogie, c'est tout le monde, c'est du bon sens. C'est que du bon sens, en fait. C'est comme quelqu'un qui fume sa cigarette. C'est pas à moi de lui dire d'arrêter de fumer. La personne est assez grande quand même pour savoir que c'est dangereux pour la santé, qu'il faut arrêter de fumer. Donc là, les orages, c'est pareil. Quand tu sais la dangerosité de la foudre et des phénomènes venteux, tout ça, adjacents, il faut qu'on ait une conscience beaucoup plus que ça en France. Et ça, il y a encore du boulot. Mais je pense que ça viendra au fur et à mesure. Il faut persévérer, quoi. Moi, j'ai un véhicule avec un haillon quand même pour me protéger de la pluie et de l'orage, évidemment. Donc moi, je fais ça avec mon PC. Après, tout mon matériel photo, mais on n'a pas les rémunérations qu'ils ont les trackers d'orage là-bas aux États-Unis. C'est pas encore ça. Bon, après, moi, j'arrive quand même à vendre un petit peu mes photos, mon travail, mais c'est pas non plus... on est considéré encore comme amateur, quoi, tu vois. On peut pas rivaliser encore avec les États-Unis. Il y a encore du boulot à ce niveau-là. Et au niveau médiatisation, au niveau média, il n'y a pas encore cette culture, quoi, tu vois. Tu ne vendras pas 15 000 € une photo de la Tour Eiffel avec la foudre à TF1, tu vois. C'est pas encore, du moins, il faudra attendre un petit peu. Moi, il y en a un qui m'a fait drôle quand même, c'était aux États-Unis, à Sioux Falls, donc c'est dans l'Iowa. J'étais avec un pote. On rentre le soir et puis en fait on suivait une ligne orageuse qui nous suit. En fait, c'est elle qui nous pourchassait. Hein. C'est pas l'inverse. On était à l'avant et à l'arrière. Et sur des maïs, des centaines de maïs, en fait on s'arrêtait à chaque fois pour la photographier. Et à un moment donné, on s'est dit bon, c'est minuit, on arrête là, on s'est mangé par le front orageux. Du coup, on arrive à Sioux Falls. Il y avait un motel 8, je dis pas de bêtises. Donc on se gare, on réserve la chambre d'hôtel, tout ça. Et puis ça fait un grand préau. Et je commence à installer le trépied et j'étais à l'ultra grand angle à 11 mm. Je pose et là, tu as un carrefour en fait, et tu as à peu près 96 mètres entre nous et le carrefour, et du coup le magasin, c'était un truc chinois, je crois, un restaurant chinois à côté, et là tu as une énorme foudre qui vient claquer, mais sur le toit en fait du resto, mais à 96 mètres, c'est énorme quoi, tu vois. Puis là par contre ça nous a claqué, là ça nous a réveillé là, ouais. Là, ça fait drôle. Là, on s'est dit, bon, je pense qu'on va rentrer dans l'hôtel, on va arrêter parce qu'on va se faire foudroyer, quoi. Tu te fais pilonner partout, quoi. C'est violent, hein. Non, c'est violent. Alors, tu as l'adrénaline, oui, mais après, tu as le danger aussi. Donc, quand tu as la zone de foudroiement, que tu es dedans, faut vraiment pas faire l'imbécile, quoi. Il faut pas s'amuser à marcher, à courir. Déjà, tu marches, tu crées une tension de pas. Donc, si tu crées une tension de pas, le fait d'écarter les jambes, tu crées un arc et puis tu te fais foudroyer. Il y a ça, tu as aussi l'effet de pointe, étant donné qu'on est haut, nous en tant qu'être humain, on peut nous-mêmes créer aussi l'accroche avec la foudre. Donc, tu as plein de trucs comme ça qu'il faut faire super attention. Pareil, si tu es en groupe, il faut toujours s'éloigner, tu ne restes pas à côté de tes amis. C'est minimum 3 mètres hein, entre chaque personne pour éviter de se faire tous foudroyer, de créer des arcs. Donc, tu as beaucoup de techniques qui font que tu peux te protéger quand même de la foudre, quoi. Heureusement d'ailleurs. J'ai vu aussi sur des interviews que tu as dit que la foudre était tombée à seulement quelques mètres de toi. Elle est tombée, alors la distance approximative, on va dire moins de 100 mètres, ça c'est sûr, même dans les 50. Et le truc, c'est que moi, en fait, quand elle est tombée, c'est devant nous. Devant nous, du coup, ça te grille les yeux. Hein. Tu as les yeux, tu vois rien, quoi. Sur le coup, ça t'illumine les yeux, parce que c'est quand même... c'est hyper puissant, quoi. La foudre, il faut savoir qu'en termes de chiffres, c'est pas très large, hein, c'est en moyenne 3 cm d'épaisseur de diamètre,
d'accord? Mais par contre, c'est 30 000 degrés de température pour jusqu'à plus de 100 millions de volts. Donc c'est énorme, hein, et un ampérage entre 1000 et 100 000 ampères. Donc, et sur une vitesse de 300 000 km par seconde. Alors, imagine quand même le truc, c'est violent, quoi. Hein. C'est vraiment violent pour le corps humain et pour les yeux, c'est violent. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand la foudre elle tombe proche aussi, nous on est composé quand même à plus de 80% d'eau et on a une activité cardiaque qui est une activité électrique. Donc, ben moi le problème qu'il y a, c'est que comme c'est tombé tellement proche, on est quand même parti à l'hôpital. Déjà pour calmer un peu le truc et puis surtout pour me faire brancher des patchs partout, donc avec un ECG et surveiller l'activité électrique du cœur. Parce que ça peut arriver que quand la foudre elle tombe très proche, même si toi tu te sens pas trop secoué, on ne sait jamais, il peut y avoir des problèmes derrière. Donc une surveillance de 24 heures à l'hôpital, un électro, comme ça tu es sûr au moins que tu es carré, quoi. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est des fois la foudre on ne sait pas trop, tu as des gens qui s'en relèvent mais des fois qui peuvent décéder 2-3 jours plus tard. Il faut un AVC, un arrêt cardiaque, on ne sait pas. Moi je ne suis pas médecin mais voilà. Quand ça tombe très très proche comme ça, ça m'est arrivé qu'une fois, donc je touche du bois, mais quand c'est très très proche comme ça, non, il faut quand même aller aux urgences et leur expliquer la situation, ce qui s'est passé, et puis tu patientes, on fait des examens, et puis ils attendent, ils vérifient, une fois que c'est bon, après tu rentres à la maison, mais il faut le faire, il ne faut pas être en mode tête brûlée, oh, c'est bon, c'est tombé à 20 mètres, et puis je me relève, et puis je m'en vais, quoi. Non, on ne sait jamais. Comme c'est imprévisible, tu sais, la foudre, ça peut sortir très loin, ça peut sortir à 80, 100 km, 200 km, donc il n'y a pas de distance prérequis, même si tu as 20 km de l'orage, qu'il est isolé, une foudre extra-nuageuse peut te claquer sur toi, ou derrière la bagnole, ou devant. Et ça, c'est le problème, c'est que tu ne peux pas le quantifier, ça, en fait. Même si tu connais la structure, que tu sais comment te positionner, tu as toujours ce risque non zéro. Mais après, tu me diras, un alpiniste qui monte sur l'Everest, il a autant de chances aussi de parvenir. Hein. Un skieur professionnel, tu en as qui décèdent pendant les entraînements, qui se prennent des grosses gamelles. Donc c'est un peu comme les sports de haut niveau, tu as des risques. Et photographier, traquer un orage, ça comporte aussi son lot de risques. Donc après, non, dire qu'on est foufou ou tout ça, non, on n'est pas foufou, parce qu'on aide quand même aussi à la recherche, hein, à notre niveau, hein, on participe à travers les photos quand même à faire des points d'impact, donc on aide à notre niveau. Ce qu'eux ne font pas derrière le bureau, nous on le fait dehors. Donc c'est super, on a de la chance de participer à la science à notre niveau à nous. Et moi je trouve que c'est super. Mais après, de pouvoir après le vulgariser, le mettre en pédagogie, ben c'est super. Et il faut cette expérience-là de terrain pour pouvoir en parler. Tu ne peux pas en parler quand tu es derrière un bureau, tu vois. Il faut être sur le terrain. C'est trop facile, sinon, derrière un bureau, tu peux dire ce que tu veux. Mais quand tu es sur le terrain, c'est deux choses différentes. Puis là, le phénomène, tu le vis. Et puis là, tu apprends à le connaître. Hein, parce que tu te fais des frayeurs, je te mens pas mal de fois. Et à force de faire des frayeurs, tu ne recommences pas deux fois les mêmes conneries. Mais tu n'es jamais à l'abri. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de moi, j'ai pas peur de l'orage, moi je connais les orages. Non, ça n'existe pas ça. On les connaît jamais assez bien les orages et puis tu sais jamais sur quoi tu peux tomber. Ça peut être le cheminement, ça peut être une voirie il y a des travaux, ben, l'orage il change de direction, ou t'emmerder, ça se met à grêler, ben, tu te fais prendre au piège. Donc c'est tout un cheminement la traque aux orages, c'est pas juste je prends la bagnole, j'y vais. Bon, il y en a qui le font, hein. Après moi dans mon cas, je suis beaucoup plus dans la stratégie. C'est une fois que j'ai fait mes prévisions, j'ai déjà remonté mes spots et tout, j'ai déjà tout calculé. Alors après, c'est pas une science parfaite. Il y a des fois où tu fais un gros flop. Hein. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait 900 bornes, je suis arrivé, gros ciel bleu, à 1h du matin. Je suis reparti chez moi, allez, 7-8 heures de route pour aller travailler le lendemain. Voilà. C'est ça aussi qui est bien dans la chasse aux orages, c'est que même si tu arrives à faire un petit peu tes prévisions, tout ça, tu as toujours ce risque où ça peut capoter. T'as pas l'étincelle, t'as pas le carburant, t'as pas l'énergie, et puis quand ça capote, eh ben t'as rien, t'as zéro. Hein. Mais bon, si tu vas pas aussi, tu sais pas ce que tu auras. Donc, et ce qui est bien, c'est que c'est pas rébarbatif, parce qu'au final, tes photos, t'as jamais la même foudre, t'as jamais le même aspect, la même lumière, et ça, c'est super intéressant, quoi, en fait. Et après, bien sûr, tu as tout l'aspect réglage appareil photo, la cellule de détection qui te sert pour photographier aussi en journée, parce que sans cellule, c'est quasi impossible, à part en mode vidéo, mais c'est dégueu, quoi, c'est pas très propre. Avec la cellule, tu as quand même toutes les ramifications, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, tu as tout cet aspect un petit peu technique derrière, mais c'est super, quoi. Mais c'est quelque chose quand même qui est accessible au grand public, oui, bien évidemment, mais, parce que je dis mais, faut pas y aller si tu n'as pas les connaissances, quoi. Ou alors tu y vas avec un tracker d'orage que tu connais, qui a déjà un peu de bouteille derrière, tu apprends avec, tu te formes, tu t'informes aussi. Tu as des groupes aussi maintenant de chasseurs d'orage en France, il y a plein de groupes où, voilà, tu
qui t'explique un peu le fonctionnement. Et puis moi, je trouve que c'est bien aussi pour quelqu'un qui ne connaît pas le phénomène de s'intégrer à des groupes avec des gens qui en pratiquent déjà depuis quelques temps. C'est déjà un peu plus sécure et puis ça t'évite de te retrouver dans la panade. Est-ce que tu as des mythes ou des idées reçues que tu souhaites lever sur les orages? Par exemple, on dit on ne peut pas être frappé en voiture, c'est vrai? Tu as la cage de Faraday qui s'applique, de protection. Mais quand tu prends une grosse foudre positive qui tombe sur la bagnole, toi, tu n'es pas foudroyé, mais la voiture, oui. Elle peut être HS, elle peut avoir les pneus qui ont grillé au sol, mais surtout, elle est chargée en électricité. Et ça, il faut le prendre en compte. Parce que si ça fume à l'intérieur, tu vas dire, bon, on sort de la voiture. Mais avant de sortir, si tu as des vêtements, il ne faut pas toucher les parties métalliques. Parce que vu qu'elle est chargée, la voiture, si tu touches les parties métalliques, tu prends un shoot. Il faut savoir que pour être en arrêt cardio-respiratoire, il nous suffit de 30 mA. Donc c'est rien, hein, comparé à ce que la foudre produit. C'est que dalle, 30 mA. Donc une voiture qui se fait foudroyer, ou même une charpente métallique, ou un hangar qui est métallique qui se fait foudroyer, surtout, il ne faut pas toucher, quoi, parce que c'est quand même chargé. Donc c'est hyper dangereux, donc il faut se protéger, quoi. Vaut mieux que tu sois accroupi, en position fétale, fœtus, fétal, ce que tu veux, au milieu du champ, mais tu t'accroupis, tu te fais le plus petit possible, tu resserres tes bras, tes jambes, tu ne marches pas, et tu restes accroupi. Quoi qu'il arrive, jamais sous les arbres. Il n'y a pas pire pour se faire foudroyer, c'est un aimant, ça, les arbres. Tout ce qui est, pareil, si tu peux rentrer quelque part dans un bâtiment, pareil. Dans une maison, c'est pareil, les ouvrants, il faut les fermer. Téléphone portable, robinetterie d'eau, pareil, c'est conducteur. Tout ce qui est conducteur, il faut éviter de toucher. Voilà. Et surtout, tu fermes les fenêtres parce que la foudre peut rentrer dans une maison. C'est pas exclu, hein. Tu sais, c'est de la charge électrostatique, donc ça rentre partout, quoi. Partout, il y a de l'air, dans l'air où on respire, on a de la charge électrostatique. Donc, le fait de tout fermer, de se protéger, tu es protégé dans ta maison, ton véhicule, quoi. Tu fermes tout. Les fenêtres, tout. Et tu attends que l'orage y part. Mais attends, hein, pas qu'il est à 2 km, hein. Encore une demi-heure de plus. Hein. Et après, tu rebranches ta télévision, tout ça. Il vaut mieux quand même débrancher. Ouais, ouais. Après, le mieux, c'est quand tu es équipé d'un ondulateur. Mais bon, c'est pas tout le monde qui a un ondulateur dans sa maison. Ça permet en fait de décharger, voilà, de ne pas griller tous ces équipements électriques. Mais pour éviter de les griller, le mieux, c'est de débrancher. Tu rebranches tout après. Alors, des fois, ça peut être chiant parce que ça tout qui est branché. Tu perds un peu de temps. Mais ça peut t'éviter de tout perdre. Parce qu'une télé qui a grillé et tout le reste, eh ben, ça coûte du pognon. Parce que si l'orage tape la maison, tous les équipements crament. Alors, pas forcément, mais en général, ouais, c'est pas bien. Ça dépend du type de foudre aussi, mais quand c'est des foudres positives, des grosses foudres qui sont vraiment bien intenses, ouais, ça te fait de gros dégâts. Tu as les maisons qui brûlent, de toute façon, malheureusement. Tu as les églises qui brûlent aussi. Et ça, tu peux rien faire, hein, malheureusement. Quand c'est comme ça que ça arrive, bon, ben, sauf qui peut. Voilà. En montagne aussi, c'est important, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui font de la randonnée. Et en randonnée quand il y a un orage. Ben, si tu as un orage en montagne, que tu es pris dans un orage en montagne, ce qui peut arriver, parce que ça tombe très vite en montagne. À 15h, il fait beau, à 17h, même pas une heure et demie après, bam, ça claque. C'est souvent des petits orages, mais ça foudroie. Ça foudroie beaucoup en montagne. Donc en général, quand tu as un sommet, déjà, tu descends entre 40 et 50 mètres en dessous du sommet. Toujours. Au moins 50 mètres, tu te mets en protection. Si tu as une petite corde ou des vêtements ou des chaussures bottes, tu t'assois dessus, accroupi et t'attends. Alors c'est sûr que pour mesdames, la permanente c'est cuit, les cheveux c'est cuit, t'es trempé, t'es comme une soupe, mais au moins t'es pas grillé. T'as un choix. C'est quand même mieux de pas. Ah bah c'est mieux que de sentir le cochon grillé. Ça c'est sûr qu'après c'est moyen. Hein. Quand t'as plus de poils, après c'est plus marrant. Mais ouais, c'est des petits conseils comme ça, c'est super important, quoi, tu vois. Pareil sur un bateau, t'as un voilier. En pleine mer. Ouais, t'as un voilier en pleine mer. Souvent, tu as des boots, des mâts, des cordes. Et ben, tu mets ta corde et tu te mets sur la corde. Tu t'assois et tu attends que ça passe. Là, c'est des trucs bêtes comme ça, mais ça peut te sauver la vie, quoi. Hein, la plage, c'est pareil. Tu vas pas dans l'eau, quoi. Tu sors et puis tu te mets accroupi si t'as pas d'autre accès. Parce que l'eau, c'est conducteur. L'eau est conducteur. Donc si ça touche même à 50 mètres. Ah ben, tu fais conducteur, hein. Ça c'est clair, hein. Donc non, t'as plein de petits conseils comme ça, tu vois. C'est pas des gros trucs, mais il faut l'avoir en tête. Ça peut sauver des... Voilà. Le parapluie, pareil. Ouais. Le parapluie, c'est conducteur. Donc, les cannes à pêche, c'est conducteur. Alors là, il n'y a pas mieux les cannes à pêche. Même les trépieds d'appareil photo, moi, je prends des trépieds en aluminium. L'alu n'est pas conducteur. Donc, un trépied en carbone, t'évites, quoi. Parce que c'est un coup à se faire aussi griller, quoi. Donc, tu as plein de petits trucs comme ça. Et moi, du coup, je fais des fiches pédagogiques sur ça. Et après, tu l'expliques sous les formes de diaporama aux gens. Et puis, c'est pas des gros trucs, mais ça te permet des fois de sauver des gens, quoi. Même les terrains de football, malheureusement, quand tu as les entraînements de foot, normalement, dès qu'il y a un orage, tu devrais arrêter l'entraînement, tu fais rentrer tout le monde. Parce que le problème, c'est qu'une foudre qui tombe, ça peut taper 3, 4, 5, 7, 8 personnes, quoi. Ça, c'est déjà vu, hein, en plein match. Hein. Donc, c'est des trucs bêtes, mais
Oui, ok, bon, ben, tu vas griller ta séance foot, mais au moins, tu es encore vivant, quoi. Parce que c'est pas prévisible, tu sais pas. L'orage, il peut être à 20 bornes, ça peut claquer une foudre sur le terrain de foot. Hein, donc, c'est le problème, il est là, quoi. Après, il faut faire gaffe que si la foudre elle tombe très très près, bah, bien évidemment, ça va t'aveugler. De là être aveugle, je pense pas. J'ai pas vu de cas encore perso, puis je suis pas médecin, donc je peux pas te dire. Je pense qu'un spécialiste en la matière en saura plus que moi, mais par contre, non, quand c'est très près que tu as les yeux ouverts, quand même. Tu l'as senti, toi? Ouais, tu le sens, hein, c'est opaque un peu. Hein. Sur le coup, tu vois tout blanc, quoi. Mais c'est normal, hein. De toute façon, c'est une lumière qui est tellement vive, comme toute lumière. Hein. Tu prends ton téléphone portable, tu mets la lumière, tu la mets dans les yeux. C'est le même effet. Bon, la foudre, c'est X fois 1000, quoi, mais voilà, quoi. Des fois, il y a des orages qui passent rapidement, dans le Massif central, par exemple, mais c'est comme des petites routes, tu cours après l'orage. Donc, tu n'arrêtes pas de rouler, de faire beaucoup de kilomètres, mais il faut penser à ton plein d'essence, il faut penser à ton cheminement, il faut penser à tes batteries aussi, ça sont encore rechargées, il faut suivre l'ordinateur à côté. Donc, du coup, tu fais le suivi de l'orage hein, en direct, ou de visu, si tu l'as de visu. C'était pas en vallée ou c'était en crête, en colline. Donc tu as tout ce processus de suivi qu'il faut avoir à l'œil, quoi. Mais il y a des fois où, moi ça m'est arrivé de rester 4-5 heures sur place, voire 6 heures, et le temps que ça se forme, et puis parce que la prévision était calée là, donc tu attends que ça se forme, et puis ça matche ou ça matche pas, quoi. Toujours pareil. Tout dépend des flux, des fois ça se forme sur place, tu peux rester 4 heures et puis tu profites du spectacle pendant 3-4 heures non-stop, c'est discothèque le truc. Ouais, c'est super, quoi. Mais c'est toujours changeant, tu t'ennuies jamais en fait, quoi. C'est ça qui est bien avec ces phénomènes météo, c'est que comme c'est changeant, bah, tu n'as jamais la même prise de vue en fait, tu n'as jamais le même truc. On n'a pas le même éclair, on n'a pas le même orage, et ça c'est super, quoi. Bon, en général, quand ça se forme après, des fois tu as l'odeur, l'humidité. Ah, il y a vraiment une odeur particulière. Ah ouais, l'été, souvent, quand il y a des gros orages qui arrivent, quand le ciel est noir encre, tu vois un énorme accus qui arrive, ah, tu le sens, hein, l'odeur, c'est ouh, tu sens l'humidité, tu fais là, ça va arriver. Ou des fois les oiseaux, t'as plus de bruit, ils se barrent. Ça aussi, c'est des indices, des indicateurs. Quand tu vois les animaux qui s'en vont, tu sais que tu vas manger, hein, ça c'est clair. Faut bien se positionner. Des fois, tu fais des mauvais choix. Ah bah oui, ça arrive souvent. Même quand tu as des collègues, on est 3-4, il y en a 2 qui veulent à gauche, toi tu veux à la droite. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va à droite. Ah merde, une heure après, putain, il se décale à gauche, l'orage. Alors il a crevé, il y a une autre cellule qui a poussé à 50 km. Du coup, il faut refaire demi-tour avec la bagnole. Mais des fois, tu te fous dans un chemin boueux, tu te fous dedans, t'es collé. Ah, je fais merde. Bah, du coup, la chasse, elle est finie, quoi. Tu pries que l'agriculteur du coin, il vienne chercher avec une chaîne pour te sortir du chemin qui est boueux. Ça, c'est les risques. Hein. Ou des fois, des problèmes mécaniques aussi. Moi, une fois, j'ai crevé, tu vois. En plein orage, ouais, j'ai pas fait gaffe. Il y avait je sais pas, un clou, un bout de fer, une connerie. Ça m'a pris sur le flanc du pneu, le pneu mort, quoi, tu vois. Et là, tu regardes, t'as la roue de secours, mais t'as pas le cri. Tu te dis merde, c'est ballot. Puis l'orage, il passe, et tu vois, ça fout droit partout. Et là, t'es dégoûté parce que t'es en mode blasé, quoi. Tu mince, mais pourquoi ça m'arrive à moi, tu vois? Mais ça fait partie des aléas, ça, c'est. Quand tu traques plusieurs orages comme ça dans l'année, t'en fais une dizaine, une quinzaine, une trentaine, une cinquantaine, t'as toujours ce risque où la bagnole, il y a un problème de voiture, ou des problèmes de tous les niveaux, quoi. Ou des fois, tu arrives le soir, c'est trop tard, tout est fermé, t'as pas à manger. Tu passes la nuit sans manger jusqu'au lendemain. Tu te languis qu'à une boulangerie qui ouvre à 6 heures, tu vois. Mais ça, c'est les aléas de l'orage, quoi. Ou alors tu trempes comme une soupe, t'as pas de fringues pour te sécher, ou t'as trempé tout l'intérieur de la bagnole. Ben, c'est ça. Traque aux orages, c'est un peu l'aventure, quoi. Tu sais, c'est pas le grand luxe, hein, c'est pas le Ritz, hein, c'est vraiment l'aventure. Tu pars à l'aventure et puis tu sais à peu près sur quoi tu vas partir, mais tu sais pas ce que tu vas ramener en termes de photos, de vidéos. C'est toujours un petit peu la surprise, quoi. C'est ça qui est bien, tu vois. Le problème, c'est que tu as aussi les réglages de l'appareil photo. C'est-à-dire qu'il faut trouver tes propres réglages. Tu sais, un appareil photo, quand tu le règles la journée, tu travailles sur les temps d'exposition qui sont relativement longs. C'est-à-dire que par exemple, en journée, tu vas fermer à F13, F11, F13, ton ouverture, mais le temps de pause, il va être entre 1/15e et 1/30e de vitesse, donc c'est très bas pour la journée à 4 h de l'après-midi, tu vois. Et du coup, ça, il faut le gérer, ça. Donc heureusement qu'on a un petit boîtier. Je remercie Walt Laroche-Selcha, qui est, d'ailleurs, je suis l'ambassadrice de ces boîtiers, parmi d'autres personnes qui sont aussi ambassadeurs, je ne suis pas la seule. Mais ce monsieur-là, qui habite en Bourgogne, a créé ce boîtier il y a quelques années, qui sauve la vie un petit peu à tous les chasseurs d'orage dans le pays, et même ailleurs, parce qu'ils s'en vendent dans le monde entier de ces boîtiers. Et c'est un boîtier, c'est un capteur photosensible, qui a une portée, tu sais, à peu près de 50 km, et du coup, qui est branché sur la griffe et qui est câblé à l'appareil. Et en fait, tu règles le potentiomètre et tu règles ton appareil photo. Et en fait, tu es en mode rafale, en rafale haute, par exemple. Et lui, en fait, il va détecter, avant l'éclair, le précurseur.
C'est juste avant l'éclair, le précurseur. Et ça va faire déclencher ton boîtier, ça va faire tut, 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 tut. Et tu auras, on va dire, 3 rafales. Et ton éclair va s'imprimer sur une des 3, ou les 3, ou les 2, ou des fois 0. Parce qu'en fonction de la vitesse de la foudre, des fois ça peut s'intercaler entre les rafales. Donc c'est pas non plus une sens exact. Et tant mieux, sinon on s'ennuierait. C'est à chaque fois que le boîtier on aurait de la foudre, mais ça peut arriver que ça passe à côté. Mais ce mec-là, non, il a fait un truc super, quoi, tu vois. Bon, maintenant il est plus le seul, hein. T'as d'autres personnes qui... T'as d'autres marques maintenant, voilà, sur le marché, comme toute concurrence, hein. Mais lui, c'est pour moi, voilà, c'est le premier pour moi. C'est, voilà, ce gars-là, il a fait un truc magique, et puis c'est super, et je suis trop contente, quoi. Mais avant même que la foudre, elle sorte, déjà, c'est l'observation. C'est-à-dire, outre la technicité, outre la météorologie, il y a le travail d'observation, c'est reconnaître un cumulus congestus, un capillatus, un cumulonimbus, la formation, comment il va être, est-ce qu'il y aura des orages multicellulaires autour, est-ce qu'il va rester isolé, est-ce que son déplacement, comment ça va évoluer, l'environnement dans lequel aussi il évolue, par rapport au point de rosée, aux températures. Tu as beaucoup de phénomènes qui rentrent dedans, tu vois, les vents verticaux, l'hélicité, t'as beaucoup de trucs à prendre en compte en ingrédients, en fait. C'est beaucoup d'ingrédients, comme une cuisine. Mais des fois, ça prend pas. Des fois, ça prend beaucoup plus que ce que tu as prévu. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est un petit peu la surprise. Bon, après, tu sais déjà quand même un petit peu à quoi t'attendre, mais c'est toujours cet effet un petit peu de surprise qui fait que c'est super intéressant, en fait, de savoir sur quoi tu vas partir, quoi. Mais l'observation, c'est primordial, que ça soit 2 jours, 2 nuits. Il faut savoir sur quoi tu vas faire, comment le suivre, comment il va évoluer. Tant bien, il peut... Au bout d'une demi-heure, t'as que dalle. Des fois, ça peut être un énorme orage, mais bourré d'activité intranuageuse. Donc, il va sortir 3 foudres à l'avant sur 1 heure de temps, et toute l'activité reste intranuageuse. Donc, ça aussi, des fois, t'es dégoûté. T'as que de la pluie, de l'intranuageux, donc en gros de la discothèque, et puis t'as 2 vieilles foudres moisies qui viennent tomber à côté. Bon, mais ça, c'est le jeu. Ça fait partie aussi des phénomènes orageux. Ça fait partie aussi de la traque, hein. C'est pas du 100%, quoi. À chaque fois, bon, t'as toujours cette incertitude. Mais c'est ça qui est intéressant. Vrai ou faux, on peut facilement prévoir un orage avec son smartphone. Entre deux, ça marche. Le prévoir, oui, tu as des applications gratuites comme Météo Ciel, Kéronos, tout ça. Donc oui, bien sûr, à 2-3 jours, tu peux déjà cibler un risque orageux. Mais après, il faut quand même que tu ailles sur place pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que ça, c'est toujours pareil, hein. C'est des grosses dégradations, tout ça. Oui, les applications, quand même, t'aident énormément, heureusement. Vrai ou faux, il est plus dangereux de rester chez soi que d'être dehors pendant un orage. Tout dépend. Si tu as fermé tes fenêtres à la maison, t'es en sécu. Donc beaucoup plus en sécurité que dehors. Vrai ou faux, la voiture est un refuge sûr si on est pris dans un orage violent. Oui, la voiture, c'est un refuge. Quoi qu'il arrive. Vrai ou faux, vous ne pouvez pas être frappé par la foudre en plein avion. Si, la carlingue d'avion, elle peut se faire taper sur la queue, repartir sur l'aile droite, par exemple. Moi, je ne l'ai pas vu, mais il y a des photographes que je connais qui l'ont photographié. Oh ouais, j'ai plus les noms, mais j'en connais 2-3 qui ont photographié des avions en décollage, même des hélicoptères, qui se faisaient foudroyer, mais en fait, tu risques rien dans un avion. Ça rentre et ça sort, c'est équipé pour. Voilà, donc à ce niveau-là, on risque rien, quoi. Vrai ou faux, se tenir sous un arbre pendant un orage est plus sûr que marcher dans un champ. Alors, il n'y a rien qui est plus sûr, les deux sont hyper dangereux. Vrai ou faux, tous les orages sont pareils, s'ils grondent, ils sont dangereux. De toute façon, qui dit orage, qui dit éclair ou foudre, donc oui, c'est dangereux, quoi qu'il arrive. Vrai ou faux, photographier un orage, c'est simplement être là, au bon endroit, au bon moment. Ah ben t'as une paire de chance aussi, hein. T'as beau faire ce que tu veux, t'as quand même la part-chance qui est dedans. Il faut le dire, la part-chance, elle y est quand même. Il y a des fois où tu passes à côté, il y a des fois c'est dans le mille. Tu le maîtrises pas, ça, en fait. Tu fais tout pour essayer de le maîtriser, tu fais tout pour y aller, parce que si tu vas pas... Si tu vas 15 fois sur la Tour Eiffel, à un moment donné, tu vas quand même l'avoir, mais il faut être présent. Donc il faut être au bon moment aussi. Donc c'est ça aussi. C'est un petit peu l'opportunisme. Voilà, il faut être opportun. Moi, je t'avais remarqué avec la photo que tu avais prise de la Tour Eiffel. Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette photo, comment tu l'as prise, comment c'est venu? Parce qu'elle a quand même marqué beaucoup de personnes qui l'ont vue. Elle a marqué, mais en fait, c'est pas la seule. Parce qu'il y a d'autres photographes, dont un que j'ai de nom, je peux dire les noms, en particulier Bertrand Kulik. Si tu m'entends, Bertrand, je te passe le bonjour. Qui lui, il a de la chance, il habite à Paris. Du coup, de son balcon, il y a la Tour Eiffel. Donc lui, il est calé, en fait. Il peut même laisser les trépieds. Lui, c'est un chanceux, par contre. Mais très bien. Lui, il a fait des super photos de la Tour Eiffel. Moi, j'ai pris l'opportunisme. Voilà, j'ai pris l'opportunisme. Ça m'a donné l'idée, quand même, hein. Sans le recopier, parce que je ne suis pas la seule. Il y a pas mal de photographes qui ont déjà fait la Tour Eiffel. Mais je pense qu'il fallait marquer le coup. Tu vois, c'est à ma façon. Chacun à sa façon, on n'a pas forcément les mêmes prises de vue, et ça c'est super, tu vois. Et c'est que Bertrand Kulik m'a donné envie quand même de faire la Dame de Fer, quoi, tu vois. Bon, après j'ai d'autres projets, j'ai pas que la Dame de Fer maintenant, j'ai d'autres projets sur Paris, mais ouais, je voulais immortaliser à ma façon aussi, voilà quoi. Sans dénaturer les collègues photographes, parce que je pars du principe que le soleil se lève pour tout le monde le matin, donc tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, il n'y a pas d'interdiction, quoi, voilà quoi.
Mais c'est pas, pour moi, elle est exceptionnelle à mon sens, à moi, parce que c'est moi qui l'ai faite. Mais après, elle n'est pas exceptionnelle au sens propre que la Tour Eiffel est un paratonnerre géant, de 343 mètres de haut, donc, ou 320, je ne sais plus, bon, les puristes, excusez-moi, mais plus de 300 mètres de haut. Mais voilà, c'est un paratonnerre à elle-même. Donc heureusement qu'elle attire la foudre, heureusement. Mais il faut quand même être là quand ça tombe, quoi. Tu vois, c'est toujours pareil. Voilà, il faut être là. Ce qui serait bien, c'est que les gens, ils ont une autre vue du tracker d'orage, parce qu'eux, ils ont la vue Twister, tu sais. Oui. Les fous furieux qui traversent les tempêtes avec des décès, des morts partout, le 4x4 rempli de machins. Alors oui, aux États-Unis, ça tue là, mais nous, on est en France. Il ne faut pas oublier, on ne vit pas aux États-Unis, on vit en France. Donc il faut qu'on reste sur ce qu'on nous envoie en France. Par contre, avec l'expérience quand même qu'on a acquis et qu'on a, donc comme je dis, on n'est pas chercheur ni scientifique, mais on a une expérience de terrain que beaucoup n'ont pas. Et à travers cette expérience de terrain, on connaît les dangers de ces phénomènes météorologiques. Et moi, je trouve que c'est super intéressant que, même si on vend du rêve à travers de super photos, de super clichés, derrière, on a cet aspect vulgarisation et pédagogique en disant aux gens, attention, nous, ce qu'on fait, on est quand même qu'on le veuille ou non, on est quand même des professionnels à notre niveau. Depuis des années qu'on fait ça, on sait ce qu'on fait, en connaissance et en cause. Même si on sait que le risque zéro n'existe pas, par contre, les jeunes qui veulent s'adonner à cette passion, à faire ça, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais, il y a le mais, apprenez un petit peu les bases, apprenez ce que c'est un nuage, comment ça se forme, qu'est-ce que la foudre. Demandez même à des chasseurs d'orage de venir avec eux si ça ne les dérange pas, mais des chasseurs qui sont un petit peu aguerris, de voir déjà comment ils font, de regarder, tu as plein de documentaires sur ça, avec Jamy, avec pas mal de choses. Tu as des grands photographes comme Xavier Delorme, Christophe Suarez, Nicolas Gascard, tout ça. Ce sont des gens, Maxime Daviron aussi, j'en passe, qui, voilà, ce sont des photographes qui connaissent aussi le terrain. Ça fait des années qu'ils font ça. Ils sont photographes aussi, et il faut s'appuyer sur des gens comme ça aussi, parce que je trouve que c'est important, quoi. C'est une communauté certes, mais tu as des gens qui sortent un petit peu du lot, qui font ça tout le temps, et qui connaissent. Et moi je pense qu'il faut s'appuyer quand même d'abord sur ce genre de support, connaître les dangers, et après si tu veux faire un peu des photos, tu fais des photos. Parce qu'après derrière tu as tout l'aspect, voilà, moi j'ai développé l'aspect exposition maintenant, l'aspect post-traitement, ordinateur, imprimeur et tout ce qui va avec. Moi après maintenant, c'est ça qui est compliqué, c'est tout le cheminement. Moi j'habite aussi à Espalion, tu vois, dans l'Aveyron. J'ai Romain Marchal qui est mon imprimeur, donc du coup qui est photographe professionnel, qui a son studio à Espalion, que je fais travailler, donc tu fais travailler aussi au local des gens, quoi. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est une petite fourmilière à ton niveau, mais tu fais aussi travailler un peu les gens, et du coup tu partages aussi ta passion avec tous ces gens-là, quoi. Donc c'est super intéressant, tu vois, quoi. Je ne suis pas porte-parole des femmes, loin de là, c'est pas mon rôle, et puis je ne me permettrai pas, je ne suis pas très bien placé pour ça, mais j'encourage aux jeunes femmes, et même aux femmes qui font de la photo, qui veulent se donner à la traque aux orages, mais allez-y, parce que c'est une minorité encore, hein, c'est une toute petite minorité. Moi dans les expos, je n'en ai pas croisé. À l'heure actuelle, je n'en ai pas croisé. Alors je sais qu'il y en a, il y a la famille Ferreux Family qui sont dans le Jura, je crois, ou dans le coin là-bas, qui sont un couple de photographes, donc le monsieur et la dame. Il y a Laetitia Gibault, il y a Karine, il y en a quelques-unes que j'oublie, je suis désolé les filles. Mais aux États-Unis, tu en as beaucoup plus par contre. Mais en France, ça démarre, je sais qu'il y en a que ça commence à arriver. Il y en a une aussi qui est en Normandie, j'ai plus son prénom, mais je suis désolé, j'oublie un peu les prénoms, mais j'en suis quelques-unes sur les réseaux, tu vois, qui commencent un petit peu à monter, et il faut. Pour moi, il n'y a pas de machisme, de sexisme, il faut qu'il y ait une parité, il faut que, voilà, chacun a le droit de faire de la photographie d'orage, et chacun doit être intégré comme tel, quoi, en fait, hein. Donc non, moi je suis contente qu'il y a des nanas qui font ça. C'est pas un métier réservé exclusivement qu'aux hommes. Il y a une mixité là-dedans et puis tout le monde peut le faire, quoi. Et si jamais je t'offre une baguette magique, ça serait quoi le rêve que tu voudrais réaliser dans les prochaines années à venir? Monter ma galerie, ouais. Ah, ça c'est vraiment un truc qui te ferait... Une grosse galerie, ouais. Et par contre, je ferais venir plein de photographes d'orage pour les mettre en valeur, pour les valoriser. Ouais, ça c'est le kiff. C'est le kiff. Parce que déjà, je fais des trucs que j'aime bien, tu vois. Quand je fais des expos, j'ai pas mal ça m'arrive, j'ai des invendus sur 2 ans d'expo, t'en as que tu vends pas des tableaux. Moi, ce que je fais souvent, je vais dans les hôpitaux. Gracieusement, je les accroche en service oncologie, par exemple, les enfants qui sont atteints de cancer, tout ça, ils voient que des murs. Donc tu leur mets des tableaux, ils voient autre chose. En EHPAD aussi, pareil, des fois j'en donne, voilà, ou j'expose en EHPAD gratuitement, je demande rien. Et moi, je trouve que ouais, tu veux un peu de rêve aux gens, quoi. Il faut, c'est... Quand tu as la chance de vivre un peu de ça, de faire de la vente, de faire beaucoup d'expos, tout ça, et que ça marche bien,
Merde, il faut faire profiter aussi les gens du partage, quoi. C'est ça le partage, tu vois. Comme mon livre, j'ai sorti mon livre, j'ai gagné 2-3 sous avec. Ben moi, ces 3 sous, tu vois, j'ai un photographe d'orage qui s'appelle Adrien, qui habite sur la Côte d'Azur. Il a eu un problème d'appareil photo, un très gros problème d'appareil. C'est quelqu'un qui n'avait pas forcément les moyens de s'en repayer un autre parce que ça coûte cher un appareil photo. Et ben moi, avec l'argent du livre, des livres, pardon, j'ai commandé j'ai pris un boîtier, j'ai tout envoyé gratuitement chez lui, puis je trouve que ça sert à ça aussi, tu vois. C'est pas une question de faire du buzz ou autre, on s'en fout de ça du buzz. Là, j'ai rendu quelqu'un heureux. Et pour moi, c'est le plus important, tu vois. C'est cet aspect pédagogique de partage, et quand tu as la capacité de faire ça, je pense que tu as tout compris, quoi. Voilà, faut pas se prendre la tête, ça reste une passion quand même avant tout. On est passionné par ça, tu vois. Mais il faut savoir aussi partager. Il ne faut pas avoir le melon, les chevilles qui enflent. Voilà. Après que tu sois médiatisé, qu'on a la chance de faire des radios, des machins à notre niveau. Hein. Moi, je ne suis pas la meilleure, on va dire, interlocutrice. Peut-être que je n'ai pas une très bonne élocution. Des fois, je suis peut-être un petit peu maladroite sur de la technique et tout. Mais heureusement, tu ne peux pas être parfait. Tu as le stress des caméras, tu as le stress des gens, des personnes. Des fois, tu es cadré dans ta maison ou chez toi, tu connais ton truc par cœur, tu arrives devant la télé, oh merde, page blanche, ou tu te mélanges un peu les pinceaux, mais ça peut arriver, je veux dire, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Mais par contre, voilà, d'en parler comme ça, très vulgairement, et de partager ton truc, moi j'espère que ça va donner peut-être une naissance à des passions à des gens, et qui vont vouloir aussi voir un petit peu ce que je fais, suivre aussi un petit peu derrière. Bah ouais, pourquoi pas, quoi, c'est cool. Je suis quelqu'un qui répond sur mes réseaux régulièrement aux questions des gens. Je suis pas quelqu'un qui répond jamais. Quand je mets une publication, j'essaye de répondre à tout le monde quand on me pose des questions pertinentes, bien évidemment. Donc non, moi, il n'y a pas de souci. Il y en a qui veulent venir avec moi pendant 2-3 jours. Ben why not, hein. On va bientôt finir l'année 2025. Ça serait quoi ton meilleur souvenir en 2025? 2025, dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, donc à Bouvigny. C'est un petit village qui est pas loin de Béthune et pas loin de Lens. Et il y avait une grande antenne là-bas, j'habitais 5 ans là-bas quasiment, et il y avait une grande antenne qui fait 300 mètres de haut. Donc c'est une antenne TDF, de Télévision de France, qui s'appelle donc du coup l'antenne de Bouvigny. Et un jour, je me suis dit, avant de partir du Pas-de-Calais, il me faut la foudre dessus. Chose dit, chose faite. Et j'ai les photos, je vous montrerai. Et la foudre, elle a claqué à plusieurs reprises en fait, en haut de l'antenne. Et c'est toujours ce petit truc, tu sais, tu l'entends, tic tic, bah, tu fais, ah ouais, pas mal. Mais ouais, c'est toujours impressionnant, quoi. Ça, tu t'en lasses pas, quoi. Mais voilà, c'était mon petit pari. Je l'ai fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'année 2026? Beaucoup d'orages, sans dégâts. Ça serait bien, mais on sait que c'est malheureusement pas possible. Mais non, j'ai des beaux projets pour 2026. Donc je peux pas trop en parler pour l'instant parce que je veux pas spoiler. Par contre, je suis invité d'honneur. Je fais une superbe expo à Varennes-les-Mâcons le 28, 29, 30 novembre, ce mois-ci. Donc pour ceux qui veulent venir, voilà, il y aura des conférences, expo photo. Vous êtes les bienvenus, on discutera de tout. Voilà, je suis hyper abordable. Et puis ceux qui habitent dans la région lyonnaise, venez me voir, hein, on va discuter, il n'y a pas de souci. Après, pour ceux qui veulent commencer, bien évidemment, je vous conseille d'acheter des boîtiers réflexes. Donc que ce soit Canon, Nikon, Pentax ou Sony, mais prenez du réflexe parce que c'est un capteur plein format, c'est quand même beaucoup plus facile. Et en objectif, en général, prenez du 24 ou du 14 mm ou du 15. Vraiment un grand angle au moins, vous êtes sûr d'avoir quelque chose dans la... Et puis c'est joli le paysage en 15 mm ou en 24. C'est quand même plus simple au départ, quoi, pour s'entraîner. Et un trépied, très important. Il y a toujours aussi ton livre qui est en vente, ouais. Et qui peuvent acheter aussi s'ils veulent découvrir les orages, les photos d'orage. Exactement, donc traqueuse d'orage, toujours disponible à la vente, Amazon, la Fnac, sur tous les supports. Donc voilà. Et du coup, notre dernière question, comment on arrive à calculer la distance d'un orage? Ah, très bonne question ça. C'est vrai que souvent, on disait quand l'éclair il tombe, la foudre elle tombe, il faut compter jusqu'au bruit. Alors, petit calcul. Par exemple, la foudre elle tombe, tu vas compter 1, 2, 3, jusqu'à 15. Et là, tu entends... Et bien, ton 15, tu le divises par 3, ça fait 5. 5 km. Okay. Règle des 3, voilà, tout simplement. Étant donné que le son se déplace à 343 mètres par seconde, voilà, tu as ton calcul. C'est tout bête. N'oubliez pas surtout que nous sommes que passagers du temps. Et donc, nous sommes juste locataires de nos atomes. Je suis fier de mon parcours, ouais. Ça n'a pas été simple. Je ne pensais pas en arriver là non plus. Hein. À la base, c'était pas trop... C'était plus pour moi que je le fais. Mais du coup, de prendre goût aux médias, de prendre goût aussi à cette déontologie, de vulgarisation, bon, moi je trouve que c'est super sympa. Et ouais, je suis fier de moi, ouais.